Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire fascinante qui a récemment fait trembler le monde de l'édition française. C'est une histoire qui dépasse de très loin la simple sortie d'un livre. On parle ici d'une véritable collision frontale entre l'histoire sociale et la théorie moderne du genre. Tout ça autour d'un témoignage vieux de plus d'un siècle. Au programme de ce numéro, d'abord on va parler des fameux mémoires de Nobody. Ensuite, on explorera le choc éditorial au seuil, la querelle autour de la légitimité 6, cette fameuse décision qualifiée de bankable, et pour finir, l'histoire face à la théorie queer. Bref, on va disséquer le texte, la rupture entre l'éditeur et les chercheurs, et le vaste débat philosophique que tout ça a déclenché. C'est parti. Première étape, les mémoires de Nobody. Pour bien comprendre toute cette polémique, il faut absolument revenir à la source et ancrer ce texte dans son époque. Sans ça, impossible de saisir l'ampleur du débat. On remonte le temps, 1907. Des mémoires denses et complexes sont publiées sous le pseudonyme de Nobody. Ce n'est que bien plus tard que des historiens ont percé le mystère de l'identité de son auteur. Il s'agissait en fait de Karl M. Baer, et au passage la prononciation exacte est Baer. Ce texte, c'est littéralement le cœur battant de toute l'affaire qui nous occupe. Et quel parcours incroyable! Né en 1885 dans une famille juive allemande, Karl M. Baer a obtenu l'une des toutes premières transitions de genre légales documentées en Allemagne. On parle d'un homme qui vivait vraiment à l'intersection complexe de la variance de genre et de l'identité juive au début du XXe siècle, avant de devoir fuir in extremis vers la Palestine en 1938 pour échapper aux persécutions nazies. Un destin tout simplement hors norme. Passons à la deuxième partie, le choc éditorial au seuil. Parce que oui, l'idée de republier ce texte historique en France partait d'une excellente intention avant de dérailler complètement. Regardons un peu la chronologie de ce naufrage. En septembre 2024, les éditions du Seuil s'accordent avec l'historienne Sonia Combe pour publier sa traduction et sa préface de l'œuvre. Parfait. Mais l'éditeur commande aussi une postface au célèbre philosophe Paul B. Preciado. Et là, fin 2025, coup de théâtre. Face au refus de Preciado de voir le texte encadré par une introduction historique, le Seuil décide purement et simplement de supprimer le travail de l'historienne. Le livre sort donc en version express en mars 2026 avec une nouvelle traduction et sans Sonia Combe. Autant vous dire que l'onde de choc a été massive. La presse littéraire s'en est immédiatement emparée. Le journal Le Monde a lancé une grande enquête pour fouiller les coulisses de cette décision et une vaste pétition de solidarité en faveur de Sonia Combe a fait le tour de Mediapart. Ce qui nous amène à notre troisième point, la querelle de la légitimité 6. Car au-delà des désaccords éditoriaux classiques, il y a un point de friction très spécifique qui a mis le feu aux poudres entre les universitaires. Le 16 avril, Sonia Combe publie une analyse ultra détaillée sur son blog Mediapart. Elle y dévoile ce qui s'est vraiment passé. Le nœud du problème ? Paul B. Preciado voulait absolument intégrer une note de bas de page qui remettait frontalement en question la légitimité des personnes cis, c'est-à-dire cisgenres, à écrire ou à commenter le cas de Karl M. Baer. La réponse de Sonia Combe a été cinglante. Elle souligne l'absurdité de la logique en écrivant « Si Preciado refuse la légitimité des personnes cis, je pourrais contester sa légitimité en tant que non-juif à commenter le témoignage d'une personne juive. » C'est une façon de soulever une question hyper actuelle et profonde. Au fond, qui possède la légitimité identitaire pour analyser une figure historique ? Faut-il avoir exactement le même parcours pour en avoir le droit ? Quatrième étape, la décision bankable. Face à cette tempête intellectuelle, la maison d'édition a dû trancher en retirant la préface. Un choix qui a soulevé d'énormes questions éthiques. La vraie question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle-ci. L'éditeur a-t-il agi par souci de cohérence intellectuelle ou est-ce qu'on est face à une motivation purement commerciale ? Du côté de la direction du Seuil, on se défend en invoquant un impératif d'édition. Il fallait éviter toute dissonance entre la préface et la postface. Mais pour Sonia Combe, c'est une toute autre histoire. Elle accuse carrément le Seuil d'avoir sacrifié la rigueur historique pour garder un auteur qu'elle qualifie de bankable. En clair, un philosophe star qui fait vendre parce que ses thèses collent parfaitement aux tendances actuelles du marché. Elle va même jusqu'à dénoncer un vrai sentiment d'impunité chez certains éditeurs aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient une remarque assez percutante du critique littéraire masculin Claude Grimal. Il utilise l'expression très forte de body snatching ou vol de texte pour décrire la méthode. Selon lui, utiliser des mémoires historiques comme de simples prétextes, de simples véhicules pour y dérouler des théories modernes, c'est confisquer le récit original. Et enfin, cinquième et dernier point, l'histoire face à la théorie queer. Car on l'a bien compris, ce drame de l'édition n'est finalement que le microcosme d'un débat académique beaucoup plus vaste. On assiste ici à un véritable choc des titans entre deux visions du monde. D'un côté, l'histoire sociale, défendue par Combe, qui s'accroche aux réalités de 1907, les lois de l'époque, la nécessité vitale des preuves anatomiques pour la justice, et l'identité juive qu'il fallait parfois cacher. De l'autre, la théorie queer de Preciado, qui rejette ces cadres jugés oppressifs, conteste le discours médical binaire et lit plutôt ce texte comme un message codé fascinant. Si l'on écoute l'argument de Preciado, son point de vue est le suivant.
Les dispositifs classiques, comme les préfaces, finissent par cannibaliser la voix autonome de l'auteur. Pour lui, imposer un contexte historique et médical strict autour d'un témoignage transgenre, c'est le soumettre, une fois de plus, à un regard oppressif et binaire. Mais l'argument de Combe pèse tout aussi lourd. Pour l'historienne, ignorer le contexte de 1907 est une grave erreur d'anachronisme. Sans comprendre la loi allemande de l'époque, on pourrait croire que les descriptions anatomiques étaient une soumission au système binaire, alors que c'était une absolue nécessité légale pour survivre. De la même manière, passer sous silence l'effacement de l'identité juive de Karl M. Bayer, c'est amputer une grande partie de la complexité de son combat. Comme le montre l'enquête du Monde, c'est un débat vertigineux sur notre manière de lire et d'interpréter le passé. Faut-il analyser la vie d'un pionnier à travers le prisme implacable des contraintes de son époque, ou doit-on l'éclairer avec nos propres grilles de lecture contemporaines sur le genre ? Ce qui nous laisse avec cette réflexion essentielle pour terminer, quand on ramène à la lumière les témoignages enfouis de l'histoire, comment trouver le juste équilibre? Comment faire résonner ces voix aujourd'hui sans leur imposer de force nos propres cadres théoriques actuels? C'est un immense défi qui continuera de façonner la littérature et l'histoire de demain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour un nouveau décryptage.